Monsieur le maire, monsieur le curé, mesdames, messieurs, c'est évidemment un très grand plaisir pour moi, un très grand honneur aussi de me retrouver aujourd'hui à Cuiseaux, dans ce lieu éminemment cher à mon cœur et qui me rappelle beaucoup de souvenirs, bien que ce soit la première fois que je vienne ici réellement pour découvrir ces lieux de pèlerinage qui concernent Puvis de Chavannes. Et donc j'ai répondu à l'invitation de Bertrand Puvis de Chavannes qui m'a demandé de venir devant vous cet après-midi pour vous parler justement de Puvis de Chavannes, en tout cas tel que je pense qu'on peut le présenter aujourd'hui, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a été un grand artiste, bien entendu, n'est-ce pas, quelqu'un qui a été par moments un peu méconnu, ensuite qui a connu une carrière un peu en dents de scie avec des éclipses, mais qui est en fait un des artistes les plus importants de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer ce soir. Et là, je suis naturellement très impressionné, en plus de me retrouver, monsieur le curé, dans une église. Je dois vous confesser que vous avouer, pardon, enfin confesser. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je parle dans une église et mon propos n'aura rien de sacré, il sera tout à fait profane, mais enfin en tout cas tout à fait conforme, je pense, à l'histoire. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est effectivement d'essayer de montrer quelle a été la place réelle de Puvis de Chavannes à son époque, dans son temps, et puis ensuite de voir déjà quand il était encore vivant et par la suite, quelle influence, si vous voulez, il a exercée. Et si vous voulez s'intéresser à Puvis de Chavannes tel que moi je l'ai envisagé, je n'ai jamais fait d'études approfondies sur Puvis de Chavannes. J'avais autre chose à faire, si vous voulez, et puis d'autre part, mes sujets d'études, mes sujets de recherche ne m'ont pas vraiment porté vers Puvis de Chavannes, à l'époque en tout cas. Et donc je parle ici devant Louise d'Argencourt qui a un très long passé glorieux et prestigieux d'études sur Puvis de Chavannes. Je n'en suis pas du tout là, comme elle le sait d'ailleurs. Et mon propos, donc, en fait, si vous voulez, il est le résultat de mon intérêt pour l'histoire de l'art, bien sûr, pour la continuité de l'histoire de l'art, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'art, au moins depuis le Moyen-Âge ou la Renaissance jusqu'à nos jours. Dans la très aimable et très sympathique présentation que on vient de faire de moi, de Dominique Klopstein, il n'a pas rappelé que je m'intéresse en fait surtout au XXe siècle. Donc en fait, je n'aurai aucune autorité pour vous parler de Puvis de Chavannes, mais c'est justement parce que je me suis intéressé beaucoup au XXe siècle qu'en essayant de comprendre, si vous voulez, l'évolution de l'art au XXe siècle, même si c'est très compliqué, mais en fait non, c'est pas si compliqué que ça quand on regarde l'évolution de l'art au XIXe siècle. C'était déjà très compliqué. L'évolution de l'art occidental au XVIIIe siècle, n'en parlons pas. En plus, c'est encore plus loin de nous, donc c'est plus difficile d'essayer de voir les tenants et les aboutissants de tout ce qui s'est passé. Et pour les époques plus anciennes, c'est quasi impossible. Comprendre ce qui s'est passé au XVIe siècle, entre le nord, le sud, les différentes villes d'Italie, les influences respectives de Gand, de Bruges, etc. On n'y comprend rien. C'est tellement compliqué que, en quelque sorte, on n'arrive pas à tirer des fils pour vraiment comprendre les filiations et, comme on dit, les tenants, les aboutissants. Donc moi, je me suis intéressé au XXe siècle. Et j'ai été comme tout le monde, si vous voulez, à mes débuts, c'est-à-dire que je croyais effectivement que l'art du XXe siècle, c'était quelque chose de complètement original, qui ne ressemblait à rien de ce qui s'était passé auparavant, puisque effectivement tout le monde me disait, y compris d'ailleurs mes professeurs, pas tous mes professeurs, mais beaucoup, me disaient qu'il y avait une rupture, n'est-ce pas, entre l'art du XXe siècle et l'art des siècles précédents, et en tout cas l'art de la fin du XIXe siècle. Le XXe siècle, qui est fini, on est au XXIe siècle, le XXe siècle, pour tout le monde à l'époque, c'était autre chose. Et de bons esprits de ma génération encore, si vous voulez, dont certains sont même maintenant à l'Académie française, je crois, eh bien, continuent à parler, si vous voulez, de cette façon-là, en présentant l'art du XXe siècle et le début de l'art du XXe siècle comme une rupture. Tout ce qui est arrivé, en quelque sorte, à partir de Picasso et de Matisse, pour simplifier, eh bien, ça n'existe pas auparavant, ça ne vient de nulle part,
et c'est à partir de là que tout a commencé pour l'art du XXe siècle, dont nous connaissons encore, bien sûr, toutes les péripéties et sur l'héritage duquel nous vivons encore aujourd'hui. Donc l'art contemporain, c'est l'héritier de l'art du XXe siècle. Alors moi, je me suis intéressé à ça. Et pendant très longtemps, si vous voulez, j'ai été comme un certain nombre d'autres personnes, un peu incrédule, un peu perplexe, parce que je n'arrivais pas à comprendre, si vous voulez, effectivement, comment Picasso, pour simplifier les choses, je vous dis ça comme ça, comment Picasso ou comment Matisse avaient pu faire ce qu'ils avaient fait. Et effectivement, donc, il n'y a rien, en principe, dans tout ce qu'on nous présentait, à partir du moment où, si vous voulez, on fait partir l'art du XXe siècle de la fin du XIXe siècle et de l'impressionnisme. Si vous alliez autrefois, à l'époque de ma formation, si vous voulez, au Musée d'art moderne de New York, je ne parle pas au Musée d'art moderne de la ville de Paris, parce que tout ça est en dehors de tout, mais au Musée d'art moderne de New York, si vous voulez, on commençait par montrer des œuvres de Monet, de Cézanne, etc. Et ensuite, on enchaînait les choses pour arriver au fauvisme et au cubisme. Et il y a toujours quelque chose qui ne marche pas, si vous voulez, dans cette filiation, dans ces différentes étapes, dans ces différentes marches qu'il faut emprunter pour arriver, si vous voulez, au début du XXe siècle. Donc j'ai beaucoup cherché à mon niveau, bien que d'autres personnes avaient trouvé finalement, mais je ne vais pas vous raconter l'histoire de la redécouverte de Puvis de Chavannes ici. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressé, si vous voulez, progressivement, petit à petit, et que j'ai eu une espèce de révélation derrière mon pilier, non pas dans une église, mais ailleurs, que j'ai une révélation que finalement, n'est-ce pas, la clé pour comprendre ce qui s'est passé au début du XXe siècle et encore pendant très longtemps au XXe siècle, il fallait la chercher chez un artiste qui était en fait moins connu, déclassé, pas considéré comme moderne, en tout cas original, et qui était Puvis de Chavannes. Donc c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer ce soir. À l'occasion, on va passer à l'image suivante. Où est le projectrice je ne peux pas commander les images, donc il y a un monsieur très gentil derrière qui se trouve là pour assurer les choses matérielles. Et donc, si vous voulez, quand on regarde un tableau comme celui-ci, qui est évidemment tout à fait caractéristique de Puvis de Chavannes, je ne vais pas naturellement vous parler de Puvis de Chavannes, de sa carrière, etc., mais simplement de l'esprit de Puvis de Chavannes, de son style en quelque sorte, de ce qu'il a inventé véritablement après qu'il ait connu finalement un très long apprentissage et puis une toute première partie de sa carrière qui était un peu, non pas erratique si vous voulez, mais moins intéressante que ce qu'il a fait par la suite. Et donc un tableau comme celui-ci est vraiment tout à fait caractéristique de Puvis de Chavannes, d'abord par son sujet, par son format, par sa composition et par la façon dont il a traité, dont il a simplifié les formes. Et c'est, si vous voulez, ce type d'image qu'il faut arriver à comprendre, non pas en comprenant le sujet. Bien sûr, le sujet, c'est l'Éden, le sujet, c'est l'Arcadie, le sujet ici, c'est doux pays, donc c'est comme il fait bon vivre à l'époque de l'Antiquité, quand il ne se passait rien et qu'on était heureux, en parfaite osmose avec la nature. C'est ça le sujet, mais non, il faut bien voir, si vous voulez, comment Puvis de Chavannes, à partir de là, donc sur une composition d'un format tout à fait particulier, donc un format allongé, comme ça, un peu comme si c'était du cinémascope, avec différents groupes qui sont répartis dans la composition, comment Puvis de Chavannes a réussi à créer des images que les artistes, que les écrivains, que les poètes, que les metteurs en scène de théâtre, que les compositeurs de musique ont retenu, ont compris et dont ils ont fait finalement, dont ils ont retenu une leçon, dont ils ont fait un enseignement. Alors, tout ça donc à propos de, on va passer à la suivante, à propos de cette exposition d'aquarelles de Puvis de Chavannes qu'on va découvrir dans un instant ici à Cuiseaux et qui va être l'occasion pour nous justement de découvrir un aspect complètement inattendu de Puvis de Chavannes puisqu'il ne ressemble pas du tout évidemment à ces aquarelles, ne ressemble pas du tout à ces grands paysages ou à ces grandes compositions allégoriques si vous voulez qui ont fait la célébrité de l'artiste. Et ces compositions, on passe à la suivante, ces compositions, vous les connaissez, c'est pas ce qui a fait la célébrité de Puvis de Chavannes, ce sont toutes ces grandes décorations murales, qui sont des commandes officielles, comme on disait à l'époque et comme on dit encore aujourd'hui, pour des bâtiments publics et des bâtiments publics prestigieux.
C'est par exemple la Sorbonne, le grand amphithéâtre de la Sorbonne, n'est-ce pas? Et vous imaginez que si on décide de faire une décoration, de mettre une décoration artistique dans un endroit à l'époque aussi prestigieux, on ne va pas demander au dernier artiste venu. On réfléchit bien avant. Et en fait, donc, à l'époque où cette composition a été installée, avec vous voyez, cette ampleur, c'était une gigantesque fresque finalement, n'est-ce pas? Avec donc, un très grand développement sur un format comme ça allongé et en courbe, eh bien, on réfléchit bien évidemment avant de trouver à qui on va offrir ce chantier en quelque sorte. Et c'est de ces compositions-là, de ces grandes décorations, n'est-ce pas, qui étaient vues par beaucoup de monde, que est né en quelque sorte, bien sûr avec les tableaux qu'il présentait au salon, avec son contact avec les autres artistes, qu'est née cette réputation tout à fait particulière de Puvis de Chavannes, et qui lui est restée, alors qu'on avait oublié qui il était, on ne connaissait plus du tout son art, qui lui est resté jusqu'à un épisode qui a quand même marqué beaucoup de gens parmi vous, j'imagine, qui doivent s'en souvenir, n'est-ce pas, qui était dans les années 60, plutôt dans la deuxième partie des années 60, ça se passait aussi au mois de mai, ça doit être en mai 1968, je crois. Oui. Et en mai 1968, vous savez, la Sorbonne a été occupée. Elle a été occupée par toutes ces bandes d'étudiants, de toutes sortes de gens qui étaient là, n'est-ce pas, et qui voulaient révolutionner le monde, qui voulaient tout changer, comme on disait, n'est-ce pas, à l'époque, dans leur slogan, et dont ils avaient fait dont une de leurs têtes de turc, en quelque sorte, c'était Puvis de Chavannes, sans savoir très bien qui c'était. Mais donc, ce que Puvis de Chavannes, avec ses compositions du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, représentait, c'était justement ce que ces révolutionnaires ou ces réfractaires de 1968 voulaient abattre, sans plus savoir d'ailleurs qui c'était. Et l'autre tête de turc, vous le savez, c'était le portrait du cardinal de Richelieu, par Champaigne, qui a aussi été l'objet de toute la vindicte, n'est-ce pas, des étudiants et des groupes factieux qui avaient envahi cet endroit. Alors, donc, oui, c'est en fait quelque chose de très important, n'est-ce pas, parce que les compositions de Puvis de Chavannes, même après, en quelque sorte, qu'il ait été oublié en tant que ce qu'il représentait, ont continué à nourrir un peu une espèce d'imaginaire. On passe à la suivante et on voit que effectivement, donc Puvis de Chavannes, c'est lui qui a fait les principaux cycles décoratifs du Panthéon, donc l'endroit où on célèbre la mémoire des grands hommes. Il y a même un président de la République qui s'y est promené avec une horde de caméras en 1981, vous savez, pour déposer des roses sur je ne sais pas combien de catacombes, de catafalques. Et donc, en fait, le principal décorateur, n'est-ce pas, du Panthéon, avec deux cycles très très importants consacrés à Sainte-Geneviève, c'est Puvis de Chavannes. Et donc là aussi, si vous voulez, dans cet endroit qui au XIXe siècle représentait quelque chose, un peu moins maintenant, mais qui représentait quelque chose, eh bien, on n'a pas confié à n'importe qui, si vous voulez, les grandes décorations qui en plus célébraient la patronne de Paris. Et le dernier exemple que je voulais vous présenter comme cela, c'est le fait que Puvis de Chavannes donc, a reçu comme commande dans les musées qui ont été construits à l'époque, que ce soit à Amiens, que ce soit à Rouen, que ce soit encore à Lyon, n'est-ce pas, a reçu des commandes tout à fait extraordinaires, comme celle que vous avez sous les yeux. Ce n'est pas exactement la peinture qui est en place dans l'escalier du Musée des Beaux-Arts de Lyon, mais c'est la composition, n'est-ce pas, qu'il y a installée, le fameux bois sacré, n'est-ce pas, qui est justement en quelque sorte l'archétype, si vous voulez, de toutes les images que Puvis de Chavannes a créées à ce moment-là et qui ont fait sa célébrité. Et puis il y a, pour bien comprendre Puvis de Chavannes, donc il y a tous les tableaux. Il y a les tableaux, je vais vous en montrer quelques-uns parmi les plus célèbres, et qui ont marqué, si vous voulez, les contemporains quand ils les ont découverts. Et notamment, si vous voulez, ce tableau qui est au musée d'Orsay, qui est d'ailleurs entré au musée d'Orsay il n'y a pas si longtemps que ça, au moment de la création du musée, les fameuses jeunes filles au bord de la mer, qui est donc, si vous voulez, une image un peu floue, mais une image tout à fait caractéristique de Puvis de Chavannes.
c'est en quelque sorte un détail, si vous voulez, de ces grandes compositions que je viens déjà de vous montrer, sur lesquelles je vais revenir. Et vous voyez que ce qui est intéressant dans ce tableau, qui est d'ailleurs d'assez grand format, c'est le fait qu'on ait ces trois figures, qu'elles soient montrées dans un paysage en quelque sorte non caractérisé, anonyme, avec un bout de terre qu'on n'arrive pas vraiment à qualifier, une plage ou un bord de mer très très sommaire, ensuite une bande d'eau, une bande de bleu, n'est-ce pas, et puis une bande pour représenter le ciel. Le personnage de gauche est à l'anguille, on ne sait pas très bien ce qu'il fait ni ce qu'il pense, en quelque sorte, il ne pense rien. Le personnage principal central est debout, et il est vu de dos, donc on sait encore moins ce qu'il pense, puisqu'on ne voit pas son visage. Quant au personnage qui est couché en bas à droite, il est aussi vu de dos, mais avec la tête de trois quarts. Et donc on a ici une composition, si vous voulez, je ne veux pas l'appeler abstraite, mais en fait donc qui ne représente rien, qui ne signifie rien. C'est tout à fait étonnant d'avoir comme ça ces trois figures qui sont présentées, qui ne représentent rien, pour lesquelles il n'y a pas d'action, qui sont à peine mises en relation les unes avec les autres, et qui sont dans ce paysage complètement, non pas désertique si vous voulez, mais anonyme, qu'on ne peut pas décrire, il ne se passe rien. Et présenter ça, si vous voulez, à l'époque, en 1879, c'est quelque chose de complètement étonnant, pour ne pas dire complètement nouveau ou révolutionnaire. Je n'emploie pas le mot révolutionnaire, parce que ça n'a rien à dire, mais c'est complètement nouveau. Donc de voir un tableau comme ça, ça ne ressemble rien à ce qui était fait à l'époque. Et je n'en veux pour preuve que si on prend sujet pour sujet, par exemple, un artiste qui est d'ailleurs très familier à Dominique Klopstein, c'est un peintre qui s'appelle Gervex, qui a été immensément célèbre au XIXe siècle. Et Gervex, je vous montre ici un de ses tableaux les plus étonnants, c'est le fameux Rolla, qui est au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui est en fait un tableau du musée d'Orsay. Et vous le voyez ici avec, donc dans cette composition tout à fait étonnante, n'est-ce pas, du monsieur qui va quitter sa compagne de la nuit, qui va se jeter par la fenêtre. Donc en fait, c'était l'illustration d'un fait divers de l'époque. Et c'est un tableau qui a été présenté au salon et qui a eu un succès absolument immense. Si vous comparez ce tableau avec celui de Puvis de Chavannes, vous voyez qu'ici il y a une histoire, ici il y a un décor, ici il y a toutes sortes de choses, toutes sortes d'ingrédients qui sont faits pour plaire au public, et effectivement c'est ce qui a marché. Et donc je vous montre ici un autre tableau tout à fait caractéristique, si vous voulez, le contraire de Gervex, un tableau impressionniste, c'est de Monet, le fameux coquelicot. Et donc même si dans ce tableau, si vous voulez, on a aussi une vision en quelque sorte nouvelle, pour ne pas dire moderne, de la peinture et de la représentation, puisque ces personnages, on ne sait pas qui ils sont, le paysage est représenté d'une façon extrêmement sommaire, hâtive, la composition est réduite à sa plus simple expression, on voit quand même que c'est tout à fait différent d'un même sujet finalement, c'est-à-dire un personnage dans la campagne, dans un paysage, vu par Puvis de Chavannes. On peut comprendre, si vous voulez, qu'à certains moments, Monet est choqué, en quelque sorte, et qu'il a été pas accepté, puis ensuite qu'on l'ait beaucoup aimé. Et aujourd'hui, vous savez que c'est ce que la majorité du public aime le plus au monde, la peinture impressionniste, la peinture de Monet. Quand on voit effectivement ce que fait Puvis de Chavannes exactement à la même époque, on voit que c'est pas du tout la même chose. On a ici une peinture extrêmement brutale, fruste, presque maladroite, difficile qui ne suscite pas l'enthousiasme en quelque sorte. Et donc, Puvis de Chavannes, c'est original de son temps. Encore un exemple avec ici un autre peintre impressionniste un peu connu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'exposition qui a été présentée au printemps et au début de l'été ici à Hyères, à côté de Paris, n'est-ce pas, dans la propriété de Caillebotte, où ce tableau était montré. On a effectivement donc dans la peinture impressionniste autre chose évidemment que ces visions parfois simples ou simplistes que l'on a chez Sisley ou chez Monet. Donc Caillebotte est au contraire un peintre à la fois savant et deuxièmement avec des sujets qui posent des questions, en quelque sorte qui interpellent, comme on dit. Vous en avez un exemple ici. Et donc là aussi c'est évidemment tout à fait différent. On passe à la suivante, même sujet,
après tout, moi, barque pour barque, rame pour rame, paysage pour paysage, je compare avec Puvis de Chavannes, et on voit qu'effectivement, là aussi, rien à voir, rien à voir. Aujourd'hui, Caillebotte est immédiatement admis, c'est complètement assimilé. C'est effectivement donc une peinture qu'on comprend tout de suite, qui est accessible, qui parle à notre sensibilité, tandis qu'un tableau comme celui-là reste encore quelque chose de très difficile et effectivement, donc, pour ne pas dire énigmatique. Qu'est-ce que Puvis de Chavannes a voulu dire en représentant donc, la famille du pêcheur, avec ce pêcheur qui est en train de prier. Prier pourquoi? Pour avoir une meilleure, pour avoir du poisson, pour être heureux, etc. Avec sa femme qui est sur la grève ou sur la bord de l'eau, n'est-ce pas, qui est en train de cueillir des fleurs, avec le petit bébé qui est là. Le petit bébé, bon, c'est peut-être un petit Jésus, peut-être, mais en tout cas non, c'est un petit bébé qui est là, mais qui est un peu abandonné aussi. Et le tout dans ce paysage qu'on ne peut pas qualifier non plus, c'est plutôt un paysage nordique, c'est un paysage de la Baltique, c'est un paysage lunaire, je ne sais pas moi, mais ce n'est pas un paysage d'Île-de-France, ce n'est pas un paysage non plus de la Bresse. Et donc là aussi, n'est-ce pas, ce sont des visions tout à fait particulières qu'a peintes Puvis de Chavannes à cette époque-là et qui ne ressemblent à rien. Je vais terminer là mes comparaisons avec la dernière peut-être de celui qui à l'époque n'était pas du tout un peintre célèbre, mais qui l'est devenu par la suite, en fait, après sa mort, c'est Cézanne. Je vous montre ici la fameuse femme à la cafetière du musée d'Orsay. Et Cézanne, c'est lui qu'on considère comme le père de l'art moderne. C'est le père de l'art moderne, avec quelques autres, mais c'est vraiment le père de l'art moderne. Si vous voulez, tous les artistes, après 1906 et jusqu'en 1914, ont regardé Cézanne, ont essayé de comprendre ce que voulait faire Cézanne et ont essayé de faire la même chose différemment, n'est-ce pas? Et ça a donné toutes sortes de choses que vous connaissez, donc qui sont effectivement les débuts de l'art du XXe siècle. Et quand vous regardez évidemment un tableau de Cézanne comme celui-ci, si vous comparez encore avec une figure de Puvis de Chavannes, là aussi, rien à voir. Rien à voir. Donc, comment Puvis de Chavannes a-t-il pu développer cet art, si vous voulez, de façon aussi personnelle, bien entendu, pendant aussi longtemps, et finalement en ayant autant de succès, même si au début il n'en avait pas. Mais Cézanne n'a jamais eu de succès de son vivant. Et la plupart des peintres, c'est souvent comme ça, si vous voulez. Donc, lui a eu du succès, il a ensuite été reconnu comme un artiste officiel, et pourtant, ce qu'il faisait, ça n'était pas comme les autres. Alors, c'est en essayant de bien comprendre, si vous repassez la suivante, de bien comprendre ce qui est contenu dans un tableau comme celui-ci. C'est-à-dire, finalement, l'absence de sujet, l'absence d'histoire, l'absence de narration, l'absence de psychologie. Mais en revanche, le travail sur la forme, sur la couleur, sur la surface, sur la profondeur, puisqu'il n'y a en fait pas de profondeur dans un tableau comme celui-ci, n'est-ce pas? Et puis sur l'enchaînement des figures, c'est-à-dire le rythme, la façon dont on passe d'un élément à l'autre, d'une courbe à une autre, dont les choses se répondent, dont les rimes, en quelque sorte, les rimes plastiques, comme on dit des rimes dans la poésie, sont installées, qu'on voit effectivement ce que Puvis de Chavannes a essayé de faire et ce qu'on confirme, si vous voulez, dans les grandes décorations. Donc, c'est d'ailleurs pas non plus un hasard, et ça ajoute, si vous voulez, à ce côté paradoxal de Puvis de Chavannes, que ce tableau, il l'a fait à la demande de Bonnat pour décorer son hôtel particulier, en échange du portrait que Bonnat a fait de lui. Et ce tableau donc, se trouve au musée Bonnat maintenant, alors qu'auparavant, il décorait l'hôtel de Bonnat à Paris. Et donc, ce tableau, en fait, avec ses reproductions, etc., j'allais dire, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Et beaucoup de gens n'ont pas compris, si vous voulez, à l'époque. Mais ensuite, tous ceux qui l'ont compris en ont tiré quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont compris que, donc vous avez vu précédemment, n'est-ce pas, cette bande de ce rocher avec cette bande de terre, la plage, l'eau, le ciel, et puis ces personnages qui sont devant. Vous prenez exactement la même configuration ici, vous voyez que c'est le même type de composition, avec le rocher en fait à gauche, qui descend doucement, ensuite la plage, la bande d'eau, la bande de terre, la bande de ciel, et puis donc des figures qui sont disposées devant.
Et là donc, non pas 3 figures, mais plusieurs figures disposées en groupe et qui se répondent. Et le tout pour exprimer justement l'idée de l'harmonie, finalement, n'est-ce pas? Une idée très simple sur le plan allégorique, l'idée de la paix universelle, l'idée de l'entente entre les hommes et de l'entente des hommes avec la nature. Eh bien, donc ce type en quelque sorte de message que Puvis de Chavannes délivre, qui est un message très simple, il va être donc effectivement apprécié comme il le faut par un certain nombre d'artistes du vivant même de Puvis. Et c'est en comprenant, si vous voulez, comment on peut avoir ce rapport entre Puvis de Chavannes vivant et les jeunes générations qui viennent pendant qu'il est encore en activité, qu'on voit se développer, si vous voulez, dans toute l'Europe, sans exception, dans tous les pays, y compris, si vous voulez, avec la majeure partie des artistes jeunes qui viennent à Paris pour voir Puvis de Chavannes, pour voir les compositions de Puvis de Chavannes, qu'on va effectivement donc voir se mettre en place finalement une ligne artistique, plusieurs lignes artistiques, si vous voulez, qui vont permettre le développement et l'épanouissement de l'art au XXe siècle. Alors on passe à la suivante, et on voit par exemple comment, ici dans cette réduction pour la composition de l'Hôtel de Ville, l'allégorie de l'été, qui a été d'ailleurs préfigurée par toutes sortes de compositions de Puvis de Chavannes auparavant, on voit comment donc Puvis de Chavannes développe, si vous voulez, cet art très très particulier qui fait que naturellement la forme, la composition, l'espace, la couleur sont indissociables du sujet lui-même, mais un sujet qui a été largement évacué, dans la mesure où vous regardez les personnages, encore une fois, ils ont des attitudes. Ils font éventuellement des choses, ils sont plus souvent au repos, couchés, debout, ne faisant rien. Donc en fait, et puis donc sans aucune expression. Là aussi, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de narration. Vous ne voyez pas ce que fait le personnage qui essuie son pied à droite avec l'autre dame qui est couchée devant elle. Il n'y a pas de rapport, simplement ce sont des baigneuses qui ont pris leur bain et c'est tout. Et ça représente l'été. Mais le fait, par exemple, que l'on ait à gauche, là, cette dame qui sort de l'eau dans cette position tout à fait étonnante, ça, tout le monde l'a regardé. Comment est-ce qu'on a pu arriver à construire une figure comme celle-là et la présenter? La façon, si vous voulez, dont les différents plans, qui sont, j'allais dire plans, mais non, tout ça est plat. Les différentes parties du tableau s'enchaînent, c'est tout à fait extraordinaire dans la mesure où c'est traité par grandes masses, par grands aplats, et puis donc le tout rythmé par ces fameuses verticales qui sont données par le dessin des arbres. Tout ça, si vous voulez, ce sont des inventions qui existaient plus ou moins avant dans la peinture, qui viennent naturellement de la peinture classique, etc. Mais non, Puvis de Chavannes réussit à trouver l'essence, en quelque sorte, à faire la synthèse, et qu'il propose donc comme un langage complètement nouveau. La suivante, donc l'autre pendant, si vous voulez, de grand salon de l'Hôtel de Ville de Paris, après que l'Hôtel de Ville ait été reconstruit après la Commune, que l'Hôtel de Ville de Paris, c'est un des plus grands musées de la peinture du XIXe siècle. Et donc, vous avez ici la composition de l'hiver, vous voyez, avec là aussi ces groupes tout à fait étonnants dans cet espace plat où les formes sont étagées en hauteur et avec donc ces grandes scansions qui sont données d'abord par les groupes et ensuite par les arbres qui se trouvent donc dans l'arrière-plan. Le paysage de l'hiver tel que vous l'avez ici, n'est-ce pas, y compris dans les réductions que Puvis de Chavannes en a faites, c'est un des paysages les plus extraordinaires, n'est-ce pas, qui ait jamais été peint, des paysages les plus originaux qui existent. Là aussi, n'est-ce pas, ça n'est pas un tableau réaliste, ça n'est bien sûr pas une peinture impressionniste, c'est encore une peinture figurative, mais dans laquelle, vous voyez, absolument tout est stylisé. Bien sûr, il y a un certain nombre de symboles, mais tout est stylisé, tout représente des personnages en activité qui sont là pour montrer ce qui se passe pendant l'hiver. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est la répartition générale de l'ensemble avec donc cette composition en aplat, ces formes très simplifiées et cette couleur pâle, cette couleur qui est volontairement réduite, une couleur qui est abaissée.
Donc ça, c'est le langage de Puvis de Chavannes que les artistes de l'époque vont effectivement donc, comprendre, assimiler, et dont je vais vous montrer des images, et dont ils vont faire leur source. Vous voyez un tableau comme celui-ci, plutôt du début encore de la nouvelle carrière de Puvis, le fameux Fils prodigue qui est à Zurich dans la collection Burlet, est vraiment tout à fait étonnant. Alors j'insiste un petit peu sur une œuvre comme celle-là, si vous voulez, en vous demandant non pas de vous en imprégner, mais de bien la regarder, n'est-ce pas ? Et puis au fur et à mesure que vous allez la regarder, ça doit obligatoirement vous faire penser à d'autres choses. Et si vous regardez cette façon de dessiner le personnage, si vous regardez son air finalement quand même qui exprime quelque chose, un peu souffreteux, si vous regardez la façon dont les fameux cochons, n'est-ce pas, du Fils prodigue sont représentés, l'espace bien sûr qui est plat, la stylisation de l'ensemble des éléments, ça doit vous faire penser à des choses du XXe siècle. Je vais y venir dans un instant. Nous allons y venir. Je ne vous donne pas tout de suite la clé, la référence. Passons à la suivante. Dans un autre genre, si vous voulez, moins brutal, moins agressif, moins réaliste que le Fils prodigue, je vous montre ici le fameux Songe du musée d'Orsay, qui est plus tard, de 1883. Donc là aussi, même peinture un peu agressive, un peu fruste, avec toujours ces références qui sont celles de Puvis, si vous voulez, qui sont des références à la peinture à fresque. Puvis a été très marqué dans sa jeunesse, à l'époque de son apprentissage, par les peintures qu'il a découvertes en Italie, du Trecento, du Quattrocento, et donc il cherche à reproduire dans ses grandes décorations et dans ses tableaux le même effet, si vous voulez, que donne une peinture à fresque, c'est-à-dire une peinture mate qui est faite directement sur le mortier posé sur le mur. Et donc, le fait qu'on soit obligé de travailler avec le procédé de la fresque fait qu'on est obligé de simplifier les formes parce qu'il faut aller vite. Donc, c'est ce que Puvis de Chavannes retient notamment, et il va simplifier les formes. Et alors, vous en avez un très bel exemple ici avec ce fameux Songe, où on voit ce pèlerin, si vous voulez, qui est en train de dormir et qui rêve, pèlerin de Saint-Jacques d'ailleurs, puisqu'il a la coquille, et qui rêve à ce que pourrait être sa vie ou son avenir, avec ces trois allégories qui sont dans le ciel, la richesse, la gloire et la renommée. Et là aussi, n'est-ce pas, même si dans la peinture ancienne, au Moyen-Âge, un peu au XVIe siècle, on voit effectivement plein d'anges qui volettent dans le ciel. On voit encore bien sûr plein de putti dans les tableaux du XVIIIe siècle. Mais en fait, non, des figures comme celles qui sont là, qui sont à la fois des figures allégoriques, qui sont des fées, qui sont aussi des anges ou des figures féminines comme ça à la Peter Pan, eh bien, vous voyez que la façon dont elles sont peintes, dont elles sont dessinées, c'est la première fois qu'on fait ça comme ça, avec cette volonté en quelque sorte de simplifier les formes, et tous les artistes par la suite qui vont faire des figures allégoriques dans le ciel, d'une façon aussi merveilleuse, mais en même temps aussi absurde, vont s'inspirer des figures de Puvis de Chavannes. Alors, donc vous en avez un exemple ici, on passe à la suivante rapidement maintenant. Vous voyez, avec des sujets un peu plus complexes comme celui toujours de la famille du pêcheur, n'est-ce pas, avec le mari ou l'homme qui est en train de préparer ses filets, sa femme ou sa compagne qui s'occupe du petit bébé, le père qui est endormi dans une barque qui est abîmée. Et donc là aussi, n'est-ce pas, ce grand tableau qui est au musée de Chicago, qui a été montré dans toutes les expositions de Puvis de Chavannes et que tous les artistes ont vu à l'époque, on a donc ce type de configuration très particulière, n'est-ce pas, et dont vous avez bien compris maintenant qu'elle ne ressemble absolument à rien. Je termine cette présentation avec ce qui a été un des plus grands chefs-d'œuvre de Puvis, à la fin de sa vie d'ailleurs, c'est la commande pour la bibliothèque publique de Boston. Le plus extraordinaire programme, si vous voulez, un programme plus important que de construire la BNF à Paris, plus important que de construire, je ne sais pas quoi, moi, l'opéra de Hambourg, qui est d'ailleurs une faillite totale, qui ne verra peut-être jamais, enfin, etc. Et donc là, on construit la bibliothèque de Boston, fait par les plus grands architectes américains de l'époque. Vous savez que tous les architectes américains de l'époque sont tous venus faire leurs études à Paris. Donc là, c'est
un cabinet d'architectes, McKim, Mead et White, qui remporte le concours. Et donc, ils vont demander au plus grand artiste de l'époque de faire la décoration. Il y en a plusieurs, mais le plus grand, c'est Puvis de Chavannes. Vous imaginez, donc on fait appel à lui de Boston, des États-Unis, pour faire cette décoration dans le grand escalier et dans différentes autres parties de la bibliothèque. Et donc là, vous voyez cette composition, la photo est mauvaise, c'est simplement pour vous rappeler que si vous allez un jour à Boston, ne manquez pas de vous rendre dans cet endroit qui a donc compté énormément et qui a compté aussi, si vous voulez, bien qu'il fût installé, que ce décor fût installé à Boston, qui a compté énormément en France parce que des maquettes ont été présentées, les tableaux ont été présentés avant d'être expédiés aux États-Unis, et il y a même, je vais vous dire tout de suite la suite, il y a même on passe à la suivante, il y a même une copie autographe à l'échelle de cette décoration de Puvis de Chavannes, vous voyez de nouveau avec ces fameuses nymphes, ces elfes, ces allégories qui flottent dans le ciel, n'est-ce pas, qui sont présentées comme ça de cette façon si poétique. Donc il y a une copie qui a été faite par Puvis de Chavannes, qui était peut-être destinée à être achetée par le grand collectionneur russe Stokine, et qui a été montrée, après la mort de Puvis de Chavannes, dans l'atelier de Matisse à Ivry. Vous imaginez? Et donc, je vais dire, là c'est QFD, je vais y venir tout de suite, Puvis de Chavannes et l'art moderne. Mais donc, tout le monde a vu ça, tous les artistes de la fin du XIXe siècle ont été imprégnés, si vous voulez, par ce type d'évocation, en quelque sorte, et le résultat, eh bien, vous allez l'avoir tout de suite, puisque je vous montre une dernière œuvre de Puvis de Chavannes comme celle d'ici du Fils prodigue. Je n'y insiste plus maintenant, vous avez compris en gros quel est l'art de Puvis de Chavannes, quel est le style, et maintenant on compare la suivante, et on voit, si vous voulez, que quand on dit Picasso, 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 eh bien Picasso, on disait oui, Toulouse-Lautrec, il a regardé le Greco, etc., etc. Oui, non. Non, le modèle, si vous voulez, direct de Picasso, c'est Puvis de Chavannes. Puvis de Chavannes, Picasso vient de Barcelone, bien qu'il ne soit pas de Barcelone comme vous savez, il vient de Barcelone, et Barcelone était une des villes à la fin du XIXe siècle qui était le plus imprégnée d'abord de symbolisme, ensuite par l'esprit de Puvis de Chavannes. Les grandes décorations officielles des bâtiments publics de Barcelone ont été faites par des disciples de Puvis de Chavannes. Et quand Picasso est arrivé à Paris en 1900, j'allais dire la première chose qu'il a faite, c'est d'aller au Panthéon, à l'hôtel de ville, pour copier Puvis de Chavannes. Copier. On a les dessins qui sont conservés au musée Picasso. Il a acheté des cartes postales, n'est-ce pas, qu'il a emmenées avec lui, etc. Et donc, si vous voulez, vous voyez comment, finalement, le pauvre pêcheur de Puvis, les bords de l'eau, les paysages désertés comme ça, sans aucun décor, ces figures efflanquées, ce côté un tout petit peu comme ça, sombre, presque misérabiliste, etc., eh bien, vient du Fils prodigue, vient de la famille de pêcheurs, vient du pauvre pêcheur, vient de la famille du pêcheur, n'est-ce pas, du musée de Chicago, je vous ai montré. On passe à la suivante, et on voit que ensuite, l'un des grands chefs-d'œuvre de Matisse, le luxe. En plus d'avoir appelé ça le luxe, d'où est-ce que ça vient, le luxe. Donc l'un des grands chefs-d'œuvre de Matisse. C'est un tableau qu'il a fait juste après le fauvisme. Alors déjà, le fauvisme, on n'y comprend rien, on ne voit pas d'où ça vient, c'est compliqué, c'est brutal, c'est un peu vulgaire, c'est violent, etc. Et puis donc Matisse, j'allais dire, liquide tout ça, et qu'est-ce qu'il fait juste après le fauvisme? Il fait un tableau comme ça, il peint un tableau comme ça. Incompréhensible. D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce qu'il a pu avoir l'idée, n'est-ce pas, d'avoir ce paysage avec ces trois figures, d'avoir cette représentation comme ça avec cette dame accroupie au premier plan, l'autre qui sort de l'eau avec son bouquet, tout ça dans un paysage absolument improbable, indescriptible. Mais d'où est-ce que ça vient? Naturellement, ça vient directement, n'est-ce pas, de Puvis de Chavannes. Mais c'est presque décalqué. C'est presque décalqué. L'espace est le même, les couleurs sont les mêmes, les silhouettes sont les mêmes, etc. Et on peut dire que le sujet est le même. Le sujet est le même. Il y a une toute petite transposition, c'est tout. Et je vais dire, est-ce qu'il y a plus de simplification chez Matisse que chez Puvis de Chavannes? Je ne pense même pas. Je pense que le tableau de Puvis est plus simplifié au sens moderne du terme, si vous voulez, que le tableau de Matisse, qui finalement reste quand même un peu compliqué. Alors,
donc, une fois qu'on a bien compris qu'il s'est passé tellement de choses, n'est-ce pas, qu'en fait, qu'on ne sait plus aujourd'hui. On a oublié, si vous voulez, que, premièrement, tout s'enchaîne, hein, que les choses sont continues, qu'il n'y a pas de rupture, que dans l'art, en fait, il n'y a jamais eu de rupture. Hein. Même quand on dit au début du XVIIe siècle, à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, qu'il y a une rupture dans l'art avec le Caravage. Le Caravage. Mais non, c'est pas vrai. C'est le Caravage qui dit « moi, je réinvente la peinture ». Mais quand on regarde bien ce que fait le Caravage, on voit bien, n'est-ce pas, tous les antécédents sur lesquels le Caravage s'appuie, si vous voulez, même si effectivement il fait le contraire d'un certain nombre de ses contemporains. Et donc, il n'y a pas de rupture non plus à la fin du XVIIIe siècle entre ce qui a été fait au XVIIIe siècle et par exemple ce qui a été fait à l'époque de la Révolution et de Napoléon. Il n'y a pas de rupture, si vous voulez, entre David et ce qui précède. Bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais David précède directement, n'est-ce pas, des époques précédentes. Et donc, en fait, si vous voulez, Gauguin, oui, Gauguin n'est pas un impressionniste, comme vous savez, même si aujourd'hui on le présente avec les impressionnistes. Non, Gauguin, c'est le contraire de l'impressionnisme. Gauguin a voulu tout de suite se sortir de l'impressionnisme pour faire autre chose. Comment est-ce qu'il a pu avoir l'idée de se sortir de l'impressionnisme alors qu'il était premièrement un peu naïf, très jeune, très vieux, pardon, excusez-moi, puisqu'il avait une précédente carrière, il a commencé à 40 ans, et donc où a-t-il pu trouver toutes ces idées? Bien sûr, pas en regardant Monet, Cézanne n'existait pas vraiment, pas en regardant Sisley, pas vraiment en regardant Pissarro. Il a regardé Pissarro, bien sûr. Mais ensuite, tout ça, ça ne lui convenait pas du tout. Et donc, Gauguin, pour commencer en quelque sorte, pour innover, pour se créer son propre style, il s'est appuyé sur Puvis de Chavannes. Il a regardé Puvis de Chavannes. Et maintenant que vous avez compris ce qu'il y a dans la composition Doux pays que je vous ai montré pour commencer, n'est-ce pas, dans le bois sacré, dans la composition des autres tableaux que je vous ai présentés, vous voyez que vous retrouvez ces mêmes groupes de personnages, vous retrouvez cette même façon de traiter l'espace, vous retrouvez cette même division, cette même scansion avec des arbres qui est donnée par des arbres qui sont verticaux et parallèles. Vous retrouvez ces couleurs très particulières, même si chez Puvis de Chavannes il n'y a pas de couleurs. Gauguin, il y a beaucoup de couleurs, mais une couleur qui est aussi atténuée, n'est-ce pas, qui est traitée d'une façon très particulière. Donc voilà un tableau de Gauguin. On passe à la suivante. Voilà un tableau du début de la nouvelle période de Puvis de Chavannes, n'est-ce pas, et vous voyez que on passe directement de l'un à l'autre. Vous retrouvez les mêmes arbres, vous retrouvez la même plage, les mêmes personnages simplifiés, le même type de couleur, et ici une couleur un peu plus haussée, si vous voulez, que bien sûr Gauguin reprendra. La suivante, c'est ici un tableau tout à fait étonnant. Puvis de Chavannes, si vous voulez, on peut dire que c'est aussi quelqu'un qui a évacué une certaine forme de sujet et qui en a ramené une autre sous la forme notamment de l'allégorie. C'est-à-dire la façon bien sûr la plus noble, mais aussi la plus simple de traiter les sujets qui prennent d'un seul coup une ampleur, une hauteur, si vous voulez, universelle. Il peint ce tableau qui s'appelle L'Espérance, qui n'a pas été fait à une époque anodine, puisqu'il a été fait en 1872. Donc juste après la guerre de 1870-71. Et donc effectivement, ça représente l'idée que Puvis de Chavannes se fait de la France. L'espérance après la guerre, la reconstruction, d'ailleurs on voit que les bâtiments au fond sont en ruine, et l'espérance, eh bien, il la traite sous la forme d'une belle jeune fille nue sur un drap, tenant un petit bouquet d'oliviers, un petit rameau d'olivier, et puis dans ce paysage, d'ailleurs vous avez compris, ce paysage tout à fait caractéristique de Puvis, difficile à décrire. Ce tableau a marqué tout le monde. Il a marqué tout le monde. Et vous connaissez les histoires, n'est-ce pas? Si vous partiez dans une île déserte, qu'est-ce que vous emporteriez? Alors, quel est le disque, la musique que vous emporteriez, le roman que vous emporteriez, peut-être éventuellement l'image que vous emporteriez? Ben, écoutez, je peux répondre pour Gauguin. Si je m'appelais Gauguin, si j'allais dans une île déserte, quelle est l'image que j'emporterais? Et quelle est l'image qu'il a emportée quand il est parti à Tahiti? La reproduction de l'espérance de Puvis de Chavannes. Vous imaginez, la reproduction. Et cette reproduction, eh bien d'ailleurs, il en a fait quelque chose puisqu'on la trouve dans un tableau de Gauguin. Vous voyez, naturellement de Gauguin faite à Tahiti. Et qu'est-ce qu'il y a au mur à Punaiser? Il y a une reproduction que lui-même a faite de l'espérance, donc de la gravure qu'il avait emportée avec lui.
C'est quand même extraordinaire. Là aussi, c'est une preuve, hein, c'est QFD. La filiation, elle est directe. Hein, elle est directe. Et pour terminer sur Gauguin, on passe à la suivante. Vous voyez que, évidemment, son tableau le plus célèbre, hein, le fameux Que sommes-nous, où sommes-nous, où allons-nous, etc., qui est à Boston, et qui a été pendant très très longtemps, vous savez, à Bordeaux, malheureusement il est parti. Donc ce tableau, eh bien, c'est une composition exactement identique à celle du bois sacré de la Sorbonne, hein, de la décoration de la Sorbonne, ou éventuellement, bon, peut-être pas du musée de Lyon, mais il y a plein de compositions, si vous voulez, exactement identiques à celle de Gauguin que l'on trouve chez Puvis. Et donc, encore une fois, jusque dans le format, comme ça, rectangulaire allongé, qui permet de disposer des groupes dans un espace. Alors, voilà pour Gauguin. Et puis, celui que... On passe à la suivante. Oui, voilà, oui, on peut comparer naturellement n'importe quel grand tableau de Gauguin, n'est-ce pas, avec le bois sacré de Puvis. Et le compagnon de Gauguin à Pont-Aven, celui qui a en fait été plus que son compagnon, hein, maintenant on pense vraiment qu'il l'a aiguillonné, il l'a précédé, bref. Il a apporté beaucoup à l'évolution de Gauguin à cette époque-là, c'est Émile Bernard. Hein, drôle de personnage, je passe sur sa carrière proprement dite, mais à ses débuts, n'est-ce pas, donc faisant partie de ce qu'on appelle l'école de Pont-Aven, eh bien voilà le genre de tableau qu'il fait. Et donc il ne vous échappe pas, n'est-ce pas, que ce personnage allongé, ici il est habillé, mais enfin c'est le même que ces dames qui sont nues dans les tableaux de Puvis. Le paysage c'est le même, les arbres sont les mêmes, n'est-ce pas, et vous voyez donc comment Émile Bernard, tout révolutionnaire qu'il ait été, n'est-ce pas, tout feu, tout flamme qu'il ait été à ses débuts, eh bien c'est quelqu'un qui se place directement dans la filiation de Puvis. On passe à la suivante. Avec Gauguin, quel est l'autre grand artiste, n'est-ce pas, qui a en quelque sorte tout changé? Pas les impressionnistes, encore une fois. Hein. Comment faire quand on est un jeune artiste et qu'on a tous les peintres impressionnistes autour de soi? On ne peut pas s'en sortir sinon à faire de l'impressionnisme. Évidemment, faire de l'impressionnisme, ça n'a plus aucun intérêt. Donc il faut faire autre chose, sinon le contraire. Hein. Gauguin fait le contraire de l'impressionnisme. Seurat fait également le contraire de l'impressionnisme. Il part de l'impressionnisme, il change tout, et donc il va proposer lui aussi donc, un nouvel art. Un nouvel art, est-ce que c'est si nouveau que ça, une fois qu'on a vu justement les compositions de Puvis de Chavannes? Non. Hein. Vous voyez qu'ici, l'après-midi à l'île de la Grande Jade, qui est aussi à Chicago, décidément, eh bien, on retrouve ces formats rectangulaires très très allongés, le même type d'espace, de paysage, les mêmes types de structures, les groupes, etc. Et donc effectivement, ce côté hiératique, ce côté en quelque sorte un peu figé, volontairement figé, n'est-ce pas, ce côté statique, ce côté silencieux que l'on a chez Puvis de Chavannes. Donc Seurat, il était bien content quand il exposait ses tableaux, n'est-ce pas, et il attendait la visite de Puvis de Chavannes pour voir ce que Puvis de Chavannes en penserait quand le maître venait dans les expositions. On passe à la suivante et on voit que, comme pour Gauguin, qu'est-ce que Seurat a fait, n'est-ce pas, dans sa jeunesse? Il a fait un hommage à Puvis en reprenant le pauvre pêcheur. Voilà, le pauvre pêcheur, vous l'avez ici, peint par Puvis de Chavannes, monté sur un chevalet et présenté dans la campagne. C'est quand même tout à fait étonnant. Là aussi, c'est un aveu. C'est un aveu. Et ça serait la même chose pour l'autre grand artiste du divisionnisme, du néo-impressionnisme, qui est Paul Signac. Paul Signac était, comme vous savez, un personnage très haut en couleur, un anarchiste, un précurseur du Parti communiste, etc. etc. Qu'est-ce qu'il fait en faisant son grand tableau qui est à la mairie de Montreuil? Eh bien, il fait du Puvis, ni plus ni moins, n'est-ce pas, avec évidemment cette touche décomposée qui est la caractéristique des peintres néo-impressionnistes. Le troisième grand artiste, voilà, donc vous voyez la comparaison avec les deux s'impose évidemment. Le troisième grand artiste du néo-impressionnisme, c'est un peintre qui s'appelait Cros, qui a aussi joué un rôle très 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 important pour le début de l'art moderne, parce que comme Signac, il était à Saint-Tropez. Vous savez que Saint-Tropez n'a pas été inventé par Brigitte Bardot. Saint-Tropez a été inventé en fait par les artistes à la fin du XIXe siècle qui s'y sont installés. Et le premier qui s'y est vraiment installé, c'est Signac. Il a été rejoint très peu de temps après par Cros, qui était à côté au Lavandou. Et le jeune artiste qui s'appelait Henri Matisse,
quand il commençait à ses débuts, n'est-ce pas, etc., il est allé voir Signac et Cros dans le Midi. Et donc, voilà, ce tableau, L'Air du soir, complètement déformé par la reproduction ici, ce n'est pas du tout son format, eh bien, L'Air du soir, c'est un tableau, comme vous le voyez, n'est-ce pas, encore plus stylisé que ceux de Signac, presque autant que celui de Seurat, n'est-ce pas, et qui vient directement de Puvis. Je pense que je n'ai maintenant plus besoin d'y insister. On passe à la suivante. Et alors, donc là, ce sont les principaux artistes, si vous voulez, qui sont contemporains de Puvis, bien sûr, qui réagissent le plus vigoureusement, le plus directement, le plus rapidement à l'impressionnisme. Parce que justement, ils sont jeunes, ils veulent comprendre, ils veulent faire autre chose. Et donc, vous savez, c'est la formule de Cézanne qui dit qu'il veut faire de l'impressionnisme quelque chose de durable, comme l'art des musées. Eh bien, leur modèle, à tous, ça a été Puvis de Chavannes. Et la génération suivante, c'est ça qui est encore plus étonnant, si vous voulez, c'est-à-dire que celle qui vient après, qui commence après 1890, vous les connaissez tous d'ailleurs. Il me semble qu'on est à Cuiseaux. À Cuiseaux, il me semble qu'il y a un autre peintre qui est né, là, rappelez-moi. Il s'appelait Édouard, je crois, Édouard Vuillard. Édouard Vuillard, donc c'est un des peintres qui a été des principaux acteurs du mouvement des nabis. Les nabis, avec Bonnard, avec Vallotton, avec quelques autres. Et puis avec Maurice Denis, qui était le chef de file. Et donc, je n'ai pas besoin maintenant de dire d'où viennent ces arbres que l'on a chez Maurice Denis. D'où vient cet espace, d'où viennent ces figures fantomatiques et qui volent dans l'espace, comme ça, que vous avez dans cette composition qui est aussi au musée d'Orsay. Donc, pour toute la génération qui vient après, n'est-ce pas, qui commence en 1890 et qui va ensuite donc être la plus active, si vous voulez, au début du XXe siècle, le modèle, la référence, n'est-ce pas, c'est Puvis de Chavannes. Vous en avez un exemple ici avec cette composition donc, de Maurice Denis. Ce qui est encore plus étonnant, si vous voulez, bien que déjà ça soit très étonnant de dire comment faire pour faire autre chose que l'impressionnisme et s'inspirer de Puvis de Chavannes pour s'en sortir. Il y avait un autre artiste à cette époque-là qui était très 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 important, qui était un sculpteur. Ce nom va vous dire quelque chose. Il a fait Le Penseur, il a fait Le Baiser, il s'appelait Rodin, Auguste Rodin. Et Rodin, ça a été un artiste qui a été beaucoup plus célèbre que Picasso de son temps. Un artiste qui était universellement célèbre, connu dans le monde entier, reçu partout, et qui a exercé une influence considérable dans le monde artistique et dans le monde politique aussi, dans la société, etc. Et donc, Rodin, c'est tellement fort, c'est tellement original, c'est tellement particulier, que c'est un peu comme Monet, si vous voulez. Comment faire de la sculpture quand on est un jeune artiste et qu'on ne veut pas faire du Rodin, si on a un peu de compte à soi? Comment faire pour ne pas faire du Rodin? Eh bien, ce qui est tout à fait étonnant, si vous voulez, c'est que la solution, elle est venue d'un peintre. Elle est venue de Puvis de Chavannes. En fait, si vous voulez, le principal sculpteur qui était en réaction contre Rodin, qui est d'ailleurs un de ses anciens praticiens, le principal sculpteur était un peintre, c'était Mayol. Et Mayol a commencé comme peintre. D'ailleurs, il me semble que Mayol a aussi fait une copie du Pauvre pêcheur quand il était jeune. Il commence comme peintre, il fait des tableaux à la Puvis de Chavannes en même temps qu'ils sont des tableaux nabis, et puis il va se mettre à la sculpture. Et la première révolution dans la sculpture, si vous voulez, un peu plus tardive que dans la peinture, pour la suivante, c'est la Méditerranée de Mayol, qui est le contraire d'une sculpture de Rodin. Et autant Rodin, j'allais dire, c'est baroque, si vous voulez, c'est jouant sur les diagonales, c'est partant dans tous les sens, c'est très morcelé, c'est en mouvement, c'est la danse, c'est Iris, messagère des dieux. Autant Mayol, c'est le repos, autant c'est le calme, la sérénité, la plénitude, l'harmonie, toute notion, si vous voulez, qui se dégage des tableaux de Puvis de Chavannes. Et quand vous voyez effectivement les figures qui sont chez Puvis, eh bien, vous pouvez les transposer directement dans la sculpture de Mayol. Et alors, ce qui est étonnant, si vous voulez, vous allez voir aussi encore un développement que je vais vous faire très rapidement et puis on va s'arrêter. Ce qui est étonnant, c'est que ça ne s'arrête pas ou ça ne commence pas avec Mayol, si vous voulez. Tous les jeunes artistes qui veulent faire de la sculpture sont à Paris, un peu en Italie, mais en Paris, un peu en Allemagne, mais à Paris. Et donc, naturellement, ils vont chez Rodin. S'ils font du Rodin, quelques-uns l'ont fait, ils sont perdus. Donc, ils ne seront jamais célèbres.
En revanche, donc, Mayol est devenu le plus grand sculpteur de sa génération, hein, en faisant le contraire de Rodin et en s'inspirant de Puvis. L'autre artiste le plus étonnant, si vous voulez, qui était aussi un praticien, un élève de Rodin, c'est un Belge, tout à fait étonnant. Hein, on passe à la suivante, et c'est un Belge qui s'appelait Georges Mine. Et Georges Mine, donc, il a commencé par faire du Rodin. Ensuite, vous voyez, comme Mayol, il a fait le contraire. Donc, il a pris une figure de Puvis de Chavannes, qu'il a simplifiée, qu'il a mis dans l'espace. Et cette figure de Puvis de Chavannes, comme Puvis le faisait lui-même d'ailleurs, n'est-ce pas, il n'en a pas fait une deuxième. Non, il a repris la même. Et il a multiplié la même figure, hein, pour simplifier encore le vocabulaire, pour simplifier encore les formes. Voyez, et donc il les a notamment assemblés, ici comme ces agenouillés, il les a assemblés dans une composition tout à fait étonnante qui ressemble beaucoup justement à ce que vous avez dans la peinture de Puvis, hein, c'est-à-dire des formes verticales, n'est-ce pas, qui sont répétées et qui créent, qui scandent un espace. Mine est un sculpteur belge qui a eu de l'influence en Belgique, mais non, il a été en Allemagne. Il a été en Allemagne, hein, et le fondateur en tant que sculpteur belge résident en Allemagne de la sculpture moderne allemande. Ensuite, tous les grands sculpteurs allemands, type Lembrook, etc., qui sont venus à Paris d'ailleurs, n'est-ce pas, vont faire la même chose que ça, qui vient de Puvis. Donc, vous voyez que cette influence, elle est tout à fait étonnante. Je vous ai parlé de Gauguin, je vous ai parlé des Nabis, hein, de Vuillard, de Bonnard, de Vallotton, de Maurice Denis. Et puis, il y a aussi tout cet autre courant qui s'est développé du vivant de Puvis de Chavannes et qui a, en quelque sorte, connu son grand développement, son essor, si vous voulez, à la fin du XIXe siècle, qui est ce qu'on appelle le symbolisme. Hein, le symbolisme qui s'est beaucoup répandu en France, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, en Italie, etc. Et quand on regarde, si vous voulez, ce qu'ont fait beaucoup de peintres symbolistes, comme celui, par exemple, ici, qui est Ferdinand Knopf, l'un des plus importants, n'est-ce pas, l'un des plus beaux, l'un des plus sublimes d'ailleurs, hein, avec ce tableau qui s'appelle Memories. Vous voyez que, en fait, vous avez 3 et 2, 5 et 2, 7 personnages. C'est pas des portraits, c'est tous les mêmes, regardez, c'est toutes les mêmes têtes. Hein. Bon, Knopf aimait beaucoup sa sœur, donc il a peint sa sœur, il a peint sa sœur, il a peint sa sœur. Puis une fois qu'il avait fini de peindre sa sœur, il recommençait, si vous voulez. Et donc là, vous avez 7 fois la sœur de Knopf. Mais ce n'est pas parce qu'il ne savait pas inventer quelque chose, c'est qu'il veut répéter, si vous voulez, des mêmes motifs comme ça, les dispositeurs de l'espace, montrer des formes verticales, et vous voyez, dans un paysage qui est un paysage de Puvis de Chavannes. Et donc, le symbolisme de Knopf, une grande partie du symbolisme de Klimt, la sécession viennoise, vient des formes que vous avez chez Puvis. Alors, je vais terminer avec, encore une fois, un exemple, ici, de celui qui a été, et je termine avec celui-là, qui a été avec Puvis de Chavannes, si vous voulez, pour une partie de l'Europe et même les États-Unis, qui a été le grand artiste qui a marqué, si vous voulez, la Suisse et toute l'Europe centrale. Pas la France, hein, l'Europe centrale, notamment principalement l'Allemagne. C'est un peintre suisse qui s'appelle Hodler, Ferdinand Hodler, dont j'ai fait d'ailleurs une grande exposition au musée d'Orsay. Eh bien, Ferdinand Hodler, il était exactement comme Seurat. Hein, et donc il a dit, pour son pays, pour lui, il était suisse. Hein, il était né à côté de Berne, il a vécu à Genève, il a travaillé en Allemagne, etc. Il a dit, je veux faire du Puvis de Chavannes à ma manière, pour moi. Hein, et donc, il a même essayé de faire carrière à Paris, en venant voir Puvis de Chavannes. Ça n'a pas marché, Hodler n'a pas eu de succès en France, si vous voulez, mais il est venu à Paris pour recevoir en quelque sorte à la fois l'enseignement et le soutien de Puvis de Chavannes. Bon, il s'est mieux débrouillé tout seul dans son pays et en Allemagne, où il a fait d'énormes décorations aussi tout à fait extraordinaires. Et voilà l'un de ses principaux tableaux qui a d'ailleurs été présenté au Salon à Paris, la fameuse allégorie de la nuit que vous avez ici, dans lequel vous voyez à la fois donc le même parti que chez Puvis, avec ces figures comme ça très simplifiées, qui sont disposées dans un espace plat, étagé en hauteur, si vous voulez, et avec, vous voyez, toute cette simplification étonnante. Regardez les fleurs, les feuilles, les branchages que vous avez qui parsèment la composition. Vous l'avez aussi exactement chez Puvis. Il a en quelque sorte pris les motifs, si vous voulez, pour les recopier pour lui.
C'est quand même tout à fait extraordinaire. Alors, donc, vous voyez, le symbolisme de la fin du 19e et du début du 20e siècle que vous avez en Allemagne, en Suisse, en Hollande, en Belgique, un peu en Angleterre, un peu en Suisse, eh bien, est très, très, très imprégné, très, très marqué par la figure, n'est-ce pas, et par les formes de Puvis. Alors, je termine avec donc vraiment l'art moderne, c'est-à-dire, une fois qu'on a vu tout ça, qui est parfaitement clair, et qui est parfaitement évident même, mais ce n'était pas révélé de cette façon-là jusqu'à présent, on voit bien que tous les artistes qui, comme Maurice Denis, disent « Ah oui, moi, mon maître, il ne le dit pas comme ça, mais mon maître, c'est Gauguin. » Oui, mais non, son maître, c'est Puvis de Chavannes. Gauguin regarde Puvis de Chavannes, et donc Maurice Denis, etc. Après, bien sûr, Maurice Denis a fait des figures en hommage direct à Puvis de Chavannes. Mais, donc en fait, si vous voulez, la filiation, elle est comme ça, et ça se transmet, ça se poursuit. Eh bien, je vous ai dit que Matisse est allé voir Signac. Alors on dit, bien sûr, la filiation de Matisse, c'est Signac. Oui, mais non, la filiation de Matisse, c'est Puvis de Chavannes. Vous voyez, Signac, c'est à l'intermédiaire, en quelque sorte. Et donc, voilà le tableau que fait Matisse en 1904, qui est le tableau qui préfigure le fauvisme. Le sujet, il ne laisse absolument aucun doute. Luxe, calme et volupté. C'est comme Doux pays, c'est comme Le bonheur de vivre, c'est comme Le bois sacré chez Romulus, etc. La représentation des personnages en train de faire un pique-nique, de se déshabiller, d'aller se baigner, etc., au bord de l'eau, avec la mer et la montagne et le ciel. Et donc on voit bien que même la composition, c'est la composition de Doux pays, avec la fameuse répartition entre la terre, la mer, le ciel. Et puis bien sûr le traitement c'est celui de Seurat, plus exactement même celui de Signac. Et ensuite donc on passe à la suivante. Une fois que, j'allais dire, le fauvisme aura été non pas éliminé, mais enfin sera derrière Matisse, il va évoluer, vous voyez, en peignant un tableau comme celui-ci qui est dans la Fondation Barnes à Bayonne, aujourd'hui à Philadelphie. Et ce tableau, jusque dans son titre, là aussi, Le bonheur de vivre. Oui, il n'invente même pas un titre, il reprend le titre de Puvis, Le bonheur de vivre. Et donc toutes les figures sont celles de Puvis de Chavannes, y compris le motif central à l'arrière-plan de la ronde. Il y a un tableau de Puvis de Chavannes que je ne vous ai pas montré, où il y a aussi une ronde de personnages comme ça. Très très important, la ronde de personnages. Il y a un peintre symboliste aussi norvégien qui l'a repris, c'est Munch. Munch aussi a fait un tableau comme ça. Et donc, vous voyez, ce bonheur de vivre, eh bien, c'est une transposition directe des images, en quelque sorte, des compositions, des formules de Puvis. On passe à la dernière de Matisse, et vous avez bien compris comment on peut arriver ensuite à un tableau qui a paru à cette époque-là tellement mystérieux, tellement incompréhensible, et en fait, donc, dans toutes les sources, le moindre détail, donc, vient directement de Puvis. Quand Puvis de Chavannes quand Matisse, excusez-moi, quand Matisse sera en quelque sorte honoré, on peut le dire, n'est-ce pas, par Barnes, qui va lui demander de faire une décoration pour sa fondation justement en Pennsylvanie. Barnes, qui était à l'époque le plus grand nabab américain, si vous voulez, qui achetait tous les tableaux qui étaient à vendre à Paris. Donc Barnes lui commande une décoration. Que fait Matisse? Une version de la danse, n'est-ce pas, qui reprend la version qu'il avait faite pour Stückin, et qui est manifestement influencée par les nymphes qui ont été installées à Boston et que Matisse a eu dans son atelier. Voilà. Alors, donc, vous voyez, c'est quand même tout à fait dedans. Et je termine avec Picasso. Voilà, ma dernière image, mes avant-dernières images. C'est les tableaux de Picasso de la période bleue, je vous en ai montré un tout à l'heure, de la période rose. Et là aussi, n'est-ce pas, vous voyez, l'espace, les figures, les lignes, les silhouettes, etc., les sujets viennent de Puvis, comme vous le montre ici, ces deux figures masculines ont une vue de dos, masculine et féminine, dont une vue de dos, n'est-ce pas, qui est au musée de l'Orangerie. On passe à la suivante. Grand chef-d'œuvre de la période bleu-rose, l'acrobate au ballon, là, qui est au musée de l'Ermitage aujourd'hui, de 1904. Et vous voyez que, regardez, le paysage, les personnages qui sont au fond, la façon de représenter les animaux, n'est-ce pas? C'est exactement les mêmes que ce Puvis. Il n'a même pas essayé de les refaire, il les a pris.
un collage, ou un emprunt direct. Et donc le personnage vu de dos comme ça, n'est-ce pas, les figures graciles, tout cela vient directement de Puvis de Chavannes, y compris donc, dans la 3e ou 4e période de Picasso, si vous voulez, celle qu'on appelle la fameuse période ingresque, qu'il a développée après la Première Guerre mondiale pendant les années 20. La période ingresque, non, ne croyez pas ça, ce n'est pas du tout ingresque. Il y a quelques dessins qui sont ingresques. Tout le reste, c'est Puvis de Chavannes. Vous en avez un exemple ici, avec cette famille au bord de la mer. Oui, on ne peut pas être plus clair, ça ne peut pas être plus directement inspiré par les jeunes filles. Et jusqu'à la fin de sa vie, comme Matisse d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, je vous montre la dernière. Vous voyez, Matisse a fait La joie de vivre pour le tableau qui est à la Fondation Barnes, je vous l'ai montré. Picasso, à la fin de sa vie, après donc l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale, il est installé à Antibes et il peint ce tableau qui s'appelle La joie de vivre. Vous retrouvez le sol, la mer, le ciel, les personnages, les groupes, les rythmes qui viennent et le format, bien sûr, qui viennent de Puvis. Donc vous voyez comment c'est un artiste, si vous voulez, qui, une fois qu'on a compris quelle a été en quelque sorte l'originalité de son message, de son art, eh bien effectivement a imprégné non seulement, si vous voulez, la production de ses contemporains, mais a exercé une influence absolument considérable à travers tout le XXe siècle et qui dure encore très largement dans la production d'un certain nombre d'artistes. Balthus, par exemple. Balthus qui a été considéré jusqu'à sa mort là, par quelques-uns comme l'un des plus grands artistes. M. Bozo, qui était le directeur du Musée d'Art moderne, pensait que Balthus était le plus grand peintre du XXe siècle. Je ne partage pas son avis, mais en tout cas, donc, Balthus, c'est du Puvis de Chavannes. Et donc, vous voyez à quel point de connaître, si vous voulez, de façon profonde, en quelque sorte, n'est-ce pas, en s'en étant imprégné, l'art de Puvis de Chavannes permet d'avoir un certain nombre de clés pour comprendre l'art du XXe siècle. C'est ce que je voulais vous dire ce soir à Cuiseaux. Je vous remercie de votre attention. Merci.